Mes chers amis, je vous remercie tous d'être au rendez-vous du festival, du festival des vérités crues de l'Afrique des libertés. Je voudrais vous parler très sérieusement aujourd'hui de la guerre hybride de haute intensité imposée par l'OTAN à l'Afrique. Cette expression ne doit pas vous troubler. Elle est riche de signification. D'abord, qu'est-ce que c'est que la guerre hybride? La guerre hybride est une guerre qui n'est pas faite à visage découvert par celui qui l'a fait. Elle se fait toujours à travers des proxys, c'est-à-dire des masques. À travers des groupes ou des puissances qui servent de voile pour empêcher les victimes de connaître exactement celui qui les attaque. La guerre hybride ne se fait donc pas à découvert par une déclaration officielle de guerre. Elle se fait à couvert. Elle se fait sous des faux noms. Elle se fait sous déguisement. C'est une guerre qui ne s'assume pas. C'est une guerre hautement lâche. Et je vais démontrer que c'est cette guerre que l'OTAN a choisi de mener contre l'Afrique. Pourquoi l'OTAN a-t-elle choisi la stratégie de la guerre hybride contre l'Afrique? C'est en raison du caractère scandaleux de ces interventions précédentes, et notamment des interventions de la principale puissance militaire de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, et de ses alliés occidentaux. Il vous souviendra que dans la mémoire africaine, les États-Unis d'Amérique sont le pays qui a été construit par la déportation et le kidnapping de centaines de millions de Noirs. Il vous souviendra que les États-Unis d'Amérique sont le pays qui a soutenu les puissances colonialistes occidentales quand elles barbarisaient le continent. Du XVIIIe siècle au XXe siècle. Il vous souviendra que les États-Unis d'Amérique sont la puissance qui a mené 2 expéditions remarquablement abominables sur le continent africain. L'une en Somalie qui s'appelait faussement Restore Hope et qui s'est achevée par un fiasco. Et l'autre en Libye qui avait pour but d'assassiner Muammar el-Kadhafi, de détruire la Libye pour empêcher, selon les révélations des emails de Mme Hillary Clinton, adjointe de Barack Hussein Obama à la tête des États-Unis, il s'agissait d'empêcher la Libye et toute l'Afrique noire de créer une monnaie qui aurait détrôné le dollar, l'euro et le franc CFA. Voilà les 2 actions à ciel ouvert menées ces dernières années par la puissance américaine sur le sol africain. Ces actions s'étant traduites par des catastrophes. La puissance américaine qui commande l'OTAN a décidé de procéder autrement. Au lieu de s'attaquer officiellement et ouvertement aux pays africains, elle a décidé de mettre en place une stratégie de la guerre hybride. Et justement, l'attaque de la Libye a inspiré la mise en œuvre d'une stratégie de la guerre hybride aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN, dont ils sont le patron, et à toutes les puissances alliées des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'OTAN, dont notamment la France et la Grande-Bretagne. Puis les autres petits pays européens qui sont à la remorque de la défense américaine pour bander leurs muscles sur la terre. Donc, hybride veut dire qui est fait de plusieurs éléments. L'hybridisme, c'est le mélange, c'est la mixité, c'est la confusion. L'hybridisme, c'est le déguisement. Ce qui est hybride et ce qui est mélangé, ce qui est trouble, ce qui n'est pas aisé à démêler. La guerre hybride est une guerre floue. Une guerre qui ne se fait pas à visage découvert. Une guerre sous masque. Ils avancent masqués. Comme le disait René Descartes, larvatus prodeo. Ça, c'est le mot-clé de l'Occident politique dans le monde. Toujours avancer masqué dans une stratégie de duplicité. La stratégie des pompiers pyromanes. Pyromaniac firefighters. Une fois qu'on a défini la notion de guerre hybride, il nous faut maintenant définir la notion de guerre de haute intensité, qui a été utilisée récemment par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'adressant aux troupes nationales du Burkina Faso. La guerre de haute intensité, qu'est-ce que cela est? On distingue en général plusieurs types de guerres. Il y a ce qu'on appelle la guerre civile. Elle oppose des factions armées du même pays. Il y a ce qu'on appelle les guerres internationales, qui sont des guerres classiques. Elles opposent des armées nationales de plusieurs pays. Mais
Le président Ibrahim Traoré introduit en tant qu'officier supérieur de l'armée burkinabé une notion précise dans le domaine des terminologies, des termes qu'on utilise dans la guerre. La guerre de haute intensité. C'est-à-dire une guerre dans laquelle on est confronté à des puissances qui utilisent les dernières technologies militaires. Je recommence la définition de la guerre de haute intensité. Ce n'est pas simplement une guerre civile. Ce n'est pas simplement une guerre entre deux armées ou plusieurs armées interétatiques. La guerre de haute intensité est une guerre qui engage tous les moyens technologiques de la guerre moderne et contemporaine. Donc c'est une guerre de dernière génération. Si au niveau des téléphones, on en est au niveau, le maximum c'est ce qu'on appelle 5G actuellement, la guerre de haute intensité c'est la guerre 5G. 5G, haut de gamme. C'est le summum de la guerre. C'est une guerre qui combine les moyens matériels, les moyens technologiques, les moyens intellectuels, les moyens idéologiques, les moyens informationnels, les moyens spirituels. Tous les éléments de l'intelligence humaine sont mobilisés dans cette guerre et tous les secteurs de l'action de l'homme sont touchés par la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, en réalité, c'est l'antichambre d'une potentielle guerre nucléaire. Car l'arme suprême détenue actuellement sur la Terre, c'est l'arme nucléaire. La phase suprême de la guerre, après la guerre de haute intensité, c'est la guerre nucléaire. Donc, quand vous entendez un dirigeant africain utiliser un concept, quel est l'individu qui dérange ici? Qui dérange? Qui dérange sur... comment il s'appelle? Qui dérange sur machin, sur Facebook? On va le dégager. Ah, c'est Diomaye Moussa. Bon, Diomaye, au revoir. Attendez, hein, on va faire du nettoyage. Au revoir, Diomaye. Allez vous instruire chez Echek Masra, hein, le traître au peuple tchadien. Allez, au revoir. Voilà, ça c'est fait. Mes amis, s'il y a quelqu'un qui trouble la classe, vous me donnez son nom. Je l'envoie paître. Sur les réseaux sociaux, il existe une très belle option qui s'appelle bloquer. Bloquer tout. Blocado. Blocked. En bas ça, on appelle ça Humbayon. Retourne chez toi. Je vais utiliser l'option Humbayon. Va sur ta page. Celui qui s'amuse, il est viré. Parce que je prétends que même mes pires ennemis viennent apprendre. Je prétends être une source d'intelligence, même pour mes pires ennemis. C'est-à-dire que même si tu ne m'aimes pas, quand tu viens dans ma conférence, tu apprends quelque chose. Tu peux continuer à me détester, mais tu ne peux pas dire que tu n'as rien appris. Donc quand tu viens là, comme tu sais que tu vas apprendre, il ne faut pas troubler la classe. Si tu troubles la classe, I put you for outside. Je t'envoie voir ailleurs si j'y suis. Il existe une option qui s'appelle bloquer tout. Kevin 87. Si les gens continuent à se plaindre de toi dans les prochains commentaires, tu vas aller te promener aussi. Je ne suis pas ici pour héberger des moutons. Je ne suis pas le berger des moutons. Ceux qui ne donnent pas des commentaires réfléchis, c'est dehors. C'est dehors. Alors, il y a des imbéciles qui se promènent maintenant avec l'argument « parle du Cameroun ». Mais allez sur votre page parler du Cameroun. Je vous ai interdit. Espèce de paresseux. Tous les services que je rends à tous les pays africains, pourquoi vous ne pouvez pas vous aussi trouver un moment dans la journée pour aller sur votre page critiquer la dictature du Cameroun? Je vous aide tous, dans tous les pays africains, à combattre les dictateurs. Aidez-moi aussi au Cameroun. Bon, le célèbre Kevin 87, eh bien, nous allons voir qui il est, puisque tout le monde se plaint de lui. Il parle mal. Kevin, vous avez demandé pardon, donc je vous laisse. C'est la dernière fois que ça arrive, que vous troubliez ma classe. La classe d'Afrique des libertés ne supporte pas les impolis et les individus perdus. Si vous avez un point de vue opposé au mien, faites des arguments. Mais si vous troublez la classe, je vous bloque et vous n'aurez plus l'occasion d'apprendre. Bon, je reprends là où j'en étais. Là où j'en étais. Ok, donc comme mes amis disent qu'il faut le bloquer, je crois que je vais faire confiance à mes amis. Ils ne méritent pas d'être là.
Un instant, je vous mets à l'aise, hein, côté TikTok. Il va aller se promener. On va l'envoyer se promener. Il dit pardon, mais c'est trop tard. Mes amis ont noté beaucoup de conneries de sa part. Attendez que je le bloque. Attendez que je l'envoie paître le fameux, le très inutile, Kevin. Un instant, mes amis. On est obligé comme ça de faire partir des gens qui dérangent. Hop. Et n'hésitez pas, hein, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui exagère, vous me le marquez, on l'envoie voir ailleurs. Ah oui, il dit des bêtises quand même, ce Kevin 87. Au revoir. Dehors, Kevin. Allez en brousse à prendre. Bon, c'est fait. C'est fait côté TikTok. Mes amis sont libérés d'un individu nuisible. Alors, je dis que cette guerre de haute intensité est imposée par l'OTAN à l'Afrique. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est la principale organisation militaire étrangère et qui occupe le sol africain contre la volonté des Africains. D'abord, écoutez, l'OTAN, c'est une organisation, une alliance militaire qui devrait s'en tenir à l'Atlantique Nord, comme le dit son sigle. L'Atlantique Nord, c'est la partie supérieure de l'océan Atlantique, c'est-à-dire la région qui se trouve entre l'Europe et les États-Unis et le Canada. Cette alliance a été créée entre les Européens et les Nord-Américains. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'une organisation du traité de l'Atlantique Nord vient chercher dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire dans les affaires africaines et latino-américaines. Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Mieux, elle se permet d'être présente militairement sur le sol africain, d'être présente dans les institutions continentales et régionales africaines. Elle a un bureau dans l'Union africaine. Elle a un bureau dans la CEDEAO. Elle a un bureau dans la CEMAC. Elle a des officiers présents dans toutes les armées des pays qui lui sont vassaux dans toute l'Afrique. Et l'Afrique n'a, en Amérique du Nord, c'est-à-dire ni aux États-Unis ni au Canada, le moindre équivalent en représentation militaire. Voilà l'incongruité. Et il faut que vous compreniez le titre. Celui qui a compris le titre de cette conférence est mis en chemin pour comprendre le problème. Alors, j'ai donné 5 séries de cartes d'indications sur ma page Facebook à nos amis quand je préparais la conférence. Cette conférence va se dérouler en 2 moments. Premier moment, je vais vous parler des empirismes, c'est-à-dire les faits. Le dispositif géostratégique de l'OTAN autour de l'Afrique en général, et notamment de l'Alliance des États du Sahel. Parce que c'est le laboratoire de l'Alliance des États du Sahel qui nous permet de comprendre le jeu de l'OTAN. J'ai, très tôt ce matin, eu l'idée de dessiner ce petit oignon, cette carte. On peut dire que cette conférence est un commentaire de cette carte. Vous voyez au centre de la carte, l'Alliance des États du Sahel. Autour de l'Alliance des États du Sahel, en jaune, vous avez les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, vous avez les armées néocolonisées de la CEDEAO. Et autour des armées néocolonisées de la CEDEAO, vous avez les armées néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN. C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique, mis en place par l'OTAN contre les peuples africains. Et ici, c'est le modèle de cet oignon installé en Afrique de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par examiner ce que j'appelle les empirismes. C'est-à-dire que je vais vous amener à constater et à connaître la position des groupes armés terroristes, globalement en Afrique et en particulier dans la zone AES. La position des troupes offensives de la CEDEAO. Parce que là, on va se focaliser sur l'Afrique de l'Ouest. Les troupes les plus offensives, c'est celles qui sont prêtes à attaquer l'AES. Quelles sont-elles? La position des armées de l'OTAN. C'est-à-dire, en fait, des armées américaines, françaises et de leurs alliés européennes. Où est-ce qu'ils sont placés actuellement? C'est important que chaque Africain sache où ils sont. Et le dernier élément de la première partie, c'est qu'il faudra que vous sachiez où sont positionnées les matières premières les plus importantes. Les matières premières stratégiques africaines. Là, vous allez voir que la position des groupes armés terroristes, la position des troupes offensives de la CEDEAO,
la position des armées de l'OTAN, la position des réserves stratégiques africaines sont les mêmes. Toutes ces positions sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, leurs positions sont déterminées par le projet de continuer à piller l'Afrique, à voler l'or, le diamant, le manganèse, le pétrole, le gaz, le lithium, le plutonium, l'uranium. Toutes les matières premières stratégiques dont l'Afrique est riche sont ce qui attire les dispositifs stratégiques de l'OTAN, les dispositifs agressifs de la CEDEAO, les dispositifs agressifs des terroristes, et tout cela est la raison pour laquelle l'Alliance des États du Sahel est l'objet d'une tentative d'étranglement géostratégique, géopolitique, d'étranglement militaire, économique, politique, médiatique, diplomatique permanent. Une fois qu'on aura compris ces faits, car moi, je me suis illustré dans les médias africains, dans les réseaux sociaux africains, par un enseignement basé sur les faits. Quand je donne une conférence, la première partie porte toujours sur les faits. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mon interprétation des faits, mais je suis imbattable dans la reconstitution des faits. Quand il s'agit de reconstituer les faits, je suis d'une fidélité absolue. Ensuite, l'interprétation des faits, elle est déterminée par le fait que j'ai choisi le camp de l'émancipation africaine contre le camp du néocolonialisme, contre le camp de l'impérialisme, contre le camp du despotisme. C'est-à-dire que je vais lire les faits de telle façon que nous soyons capables de faire face. En cela, je suis un intellectuel politiquement engagé. Je ne suis pas neutre. D'ailleurs, il n'y a pas d'intellectuel neutre. Les intellectuels, soi-disant neutres, sont en réalité des voyous qui, pour ainsi dire, veulent s'en sortir à tous les coups. Il n'y a pas de neutralité quand il y a une affaire où il y a un dominant et un dominé, un agresseur et un agressé. On doit choisir son camp et offrir, eh bien, la substance de son intellectualité au camp qu'on a choisi. Et la bataille a lieu. Bataille des idées, qui est elle-même concomitante de la bataille des hommes. C'est cela. Donc moi, je n'ai jamais revendiqué, jamais de ma vie, je ne vais revendiquer une neutralité. Je ne suis pas neutre. Je suis engagé pour l'émancipation des Africains. Point. Mais je pars toujours des faits. Parce que je dois la vérité à tous les êtres humains qui écouteront mes conférences. Il faut que nous ayons ensemble une certaine objectivité de base. S'il y a des désaccords sur l'interprétation des faits objectifs, ok. Chacun fera la politique de son interprétation. Mais je déteste les désaccords sur les faits. Parce que quand il y a des désaccords sur les faits, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui est de mauvaise foi. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que la vérité éclate. Quand les faits sont congruents, convergents, attestés et vérifiés, alors la discussion est possible. Donc la première partie, les faits. La deuxième partie, j'essaierai d'analyser ce que je perçois de la stratégie défensive de l'AES. Je montrerai que jusqu'ici, l'Alliance des États du Sahel est dans une stratégie défensive. Puis, dans une troisième et dernière partie, qui sera la conclusion de mon intervention, je vais montrer que la stratégie défensive de l'Alliance des États du Sahel, et même de la plupart des pays africains, doit être complétée par une stratégie offensive. Puisque, en réalité, parfois, l'offensive est la meilleure défensive. Mais cette stratégie offensive ne pourra pas être menée par l'Alliance des États du Sahel, ne pourra pas être menée par les pays africains sans une préparation suffisante, sans une vision claire, sans une organisation, une intégration forte qui leur permette de tenir le coup de la défensive et de l'offensive. Mais cette conférence a pour but de dire que nous ne pourrons mettre fin à la guerre hybride de l'OTAN contre l'Afrique qu'en couplant les stratégies défensives et offensives. Dans la phase actuelle, nous sommes dans des stratégies défensives. Voilà le programme de la conférence. Et si vous êtes d'accord que j'examine les matières de cette conférence, alors partagez-la. Vous êtes plus de 2000 personnes maintenant sur YouTube. Vous êtes près de 1000 personnes maintenant sur TikTok. Vous êtes près de 1000 personnes maintenant sur Facebook. Mais on n'a pas encore autant de partages. On n'a pas 2000 partages sur YouTube. On n'a pas 1000 partages sur TikTok. On n'a pas encore 1000 partages sur Facebook. Aidez-moi. C'est pour nous tous que je suis au travail. Je suis là pour déterrer
les vérités cachées depuis l'origine du monde, afin que le cœur des Africaines et des Africains soit stimulé, que leur esprit soit éveillé et qu'ils soient indomptables. Mes conférences s'adressent à des internautes éveillés, pas endormis, actifs, pas passifs, courageux, pas peureux, pas des gens qui tremblent comme les fleurs au vent, car la peur ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est le rappel. Le rappel sauve l'âme. Ayons le courage de servir la vérité et la justice. Et nos vies seront succulentes d'un bout à l'autre, jusqu'à ce que le Tout-Puissant nous rappelle à lui. Ayons le courage de servir la vérité et la justice. Nos vies seront succulentes, jusqu'à ce que le Tout-Puissant nous rappelle à ses côtés. Alors, si ce programme vous agrée, nous allons commencer par le premier moment. Le premier moment, je vous l'ai dit, ce sont les empirismes. Et j'ai choisi de commencer ces empirismes par la lecture d'un article très éclairant d'un chercheur appelé Ibrahim Bayo sur le positionnement des forces américaines en Afrique. Vous savez que qui dit force américaine dit OTAN. Donc on va commencer par analyser le positionnement de chaque force. Et en particulier les forces américaines. À tous. Alors commençons par le premier élément. Nous allons travailler maintenant sur les empirismes, c'est-à-dire les faits du dispositif géostratégique, le dispositif géostratégique de l'OTAN en Afrique en général. Ce qui nous permettra de bien apprécier ce qui se passe au Sahel et comprendre que c'est l'OTAN qui mène une guerre hybride contre l'Afrique, objectivement. Il y a un très bel article qui a été présenté par le chercheur Ibrahim Bayo. Ibrahim Bayo a publié cet article sur le site latribune.fr. C'est un article très complet qui nous permet d'avoir accès à la carte militaire des États-Unis en Afrique. Les États-Unis occupent militairement l'Afrique. Les États-Unis sont positionnés en Afrique comme une puissance néocoloniale, comme une puissance impérialiste. Et l'article que je vais commenter, le voici. C'est un article du site La Tribune. Le voici, La Tribune. La Tribune. L'article est intitulé « La carte militaire africaine des États-Unis dévoilée ». Je vous lis l'article parce que Ibrahim Bayo nous fait vraiment le résumé de l'ambition américaine de domination militaire du continent africain. Voici ce qui est écrit. C'est un article qui date du 3 décembre 2018. Il a été publié par Ibrahim Bayo Jr. Il a été publié à l'origine d'ailleurs sur le site de Intercept, un magazine américain d'investigation. Donc c'est un article américain. Selon la méthode que vous connaissez, manger notre piment dans leur bouche. C'est chez un chercheur américain et dans une revue d'investigation américaine que nous sommes allés chercher la brique, la pierre angulaire de notre démonstration. De telle façon que les Américains n'auront qu'à s'intéresser à cet organe d'investigation s'ils veulent discuter des faits. Bon. La carte militaire africaine des États-Unis dévoilée. Une présence militaire discrète mais massive des États-Unis en Afrique. Même s'ils annoncent une présence mesurée destinée à être réduite, The Intercept, un magazine américain d'investigation, démontre que ce n'est qu'une réorganisation stratégique. Deuxième théâtre des opérations américaines après le Moyen-Orient, l'Afrique abrite 34 sites militaires américains avec un intérêt stratégique pour les bases de drones. Je recommence. L'Afrique abrite 34 sites militaires américains avec un intérêt stratégique pour les bases de drones. Ça, c'était en décembre 2018. Je vous donne lecture de la suite de l'article. On connaissait la guerre très spéciale des États-Unis en Afrique grâce à la déclassification des documents obtenus par Tom Dispatch. En plus de la loi sur l'information, The Intercept, magazine américain d'investigation, a poussé l'enquête plus loin pour dévoiler le maillage militaire américain en Afrique. Qu'est-ce qu'on y apprend? Allez, Bayo lui-même, il lit dans l'enquête qui a été menée par Intercept. Le Niger comme nouveau joyau militaire des États-Unis en Afrique. D'abord, à l'épreuve des faits,
Le discours policé des autorités américaines prêchant une réduction de la présence militaire des États-Unis en Afrique ne tient pas. Sous la bannière du commandement des États-Unis pour l'Afrique, paradoxalement basé à Stuttgart en Allemagne, le Pentagone n'a fait qu'opérer un redéploiement stratégique en jouant habilement sur la fermeture d'avant-postes ou de réduction d'effectifs. Ce recentrage ne gêne en rien les mouvements militaires américains. La présence militaire américaine est massive sur le continent. Selon l'enquête de The Intercept, sur fond de présence ou de renforcement de la présence de la Chine ou de la Russie, les États-Unis détiennent au total 34 sites militaires entre les 14 bases principales et les 20 camps avant-postes. Les États-Unis détiennent en 2018 au total 34 sites militaires entre les 14 bases principales et les 20 camps avant-postes. Mais le Pentagone joue habilement sur le jargon militaire pour lister la présence effective des États-Unis. La plus importante base est sans doute le camp Lemonnier à Djibouti, qui est la plateforme principale des opérations américaines, selon le rapport de Peter Thiel, conseiller technique au Pentagone, cité par nos confrères. Ancienne base de légion étrangère française, le camp Lemonnier compte plus de 4000 hommes destinés à des opérations aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient. Dans cette chasse gardée de la France, les Américains doivent composer avec la présence de l'importante et seule base militaire chinoise à l'étranger, mais aussi à la convoitise d'autres puissances qui se verraient bien mettre pied dans la corne de l'Afrique. Pour importante que soit la base djiboutienne, elle pourrait être supplantée par une autre base à ouvrir au Niger. Ce sera la plus grande base au monde, le nouveau joyau militaire américain en Afrique. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest très stratégique, le commandement américain peut compter sur 5 bases, dont 2 centres de coopération à la sécurité. La mort de 4 soldats américains en octobre 2017 dans une embuscade à la frontière malienne a mis au jour la présence militaire des États-Unis à Agadez, Walam, Arlit, ainsi que la base 101 d'opérations spéciales connectée à l'aéroport international de Diori Hamani. Ailleurs sur le continent, les Américains disposent de sites en Somalie où ils comptent apporter une riposte à la menace des Chebab avec leur base de drones, mais aussi leur présence à Baidoa, Bosaso, Mogadiscio, Berbera, Kismayo, Baledogle. Le Kenya voisin accueille 4 bases à Mombasa, sur l'île de Manda, à Laikipia ou encore Wajir. La configuration est différente en Afrique du Nord, où la présence américaine est en quelque sorte floutée. En Libye, les États-Unis sont présents sur 3 sites sur lesquels ils ne communiquent pas. En Tunisie, ils ne conservent qu'une base de drones, la base aérienne de Sidi Ahmed. En Afrique centrale, le Cameroun abrite une base américaine de drones à Garoua et des installations militaires à Douala, Maroua et Salak. En Afrique centrale, le Cameroun abrite une base américaine de drones à Garoua et des installations militaires à Douala, Maroua et Salak. Une 3e fois. En Afrique centrale, le Cameroun abrite une base américaine de drones à Garoua et des installations militaires à Douala, Maroua et Salak. Certes, il y a eu quelques réaménagements, mais il y a toujours des militaires américains positionnés au Cameroun. Au Tchad, les Américains opèrent depuis une base de corps d'élite et de drones en N'Djamena, mais aussi depuis Faya-Largeau. La présence est plus modeste au Gabon, où ils ne disposent que d'un escadron pour la coopération militaire qui pourrait devenir un poste de commandement avancé. Même configuration en Afrique de l'Ouest, à Dakar et Bamako. Ce n'est plus le cas à Bamako. Avec respectivement 1 et 2 sites destinés à des redéploiements stratégiques. Le tollé qui a accueilli le projet d'installation d'une base militaire américaine au Ghana a sans doute poussé les Américains à maintenir à Accra une escadre de coopération. Ils sont présents au Ghana. Le sud du continent ne semble guère intéresser les États-Unis. Leur présence se limite à un site à Gaborone, au Botswana, et un autre essentiellement de surveillance à Entebbe en Ouganda. C'est parce que l'armée britannique est encore présente là-bas. Donc ils ont sous-traité aux Britanniques. Citation du site du Intercept. Le plan de présence du commandement américain est conçu pour sécuriser l'accès stratégique à des emplacements clés sur un continent caractérisé par de grandes distances et une infrastructure limitée. Notre réseau de position permet aux forces déployées vers l'avant de fournir une flexibilité opérationnelle et une réponse rapide aux crises impliquant du personnel ou des intérêts américains sans créer l'optique, voulant que le commandement américain en Afrique militarise l'Afrique, explique Thomas Waldhauser, commandant de l'Africom,
dans une audition publique reprise par The Intercept. Vous avez bien entendu? Le commandant de l'Africom, c'est-à-dire de l'armée américaine en Afrique, reconnaît qu'ils sont présents pour les intérêts américains. Et c'est ce qu'il dit dans une audition publique. Ils ne sont pas présents pour les Africains, mais pour eux-mêmes. On continue. Finalement, Adam Moore, professeur adjoint de géographie à l'Université de Californie à Los Angeles et spécialiste de la présence de l'armée américaine en Afrique, résume pour nos confrères. Citation d'Adam Moore. La distribution des bases suggère que l'armée américaine est organisée autour de 3 théâtres antiterroristes en Afrique. La Corne de l'Afrique, la Somalie, Djibouti, Kenya, Libye et le Sahel, Cameroun, Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso. Fin de citation. C'est un article synthétique et très intéressant qui vous permet de voir que l'armée américaine, qui est la principale armée de l'OTAN, encercle la plupart des pays africains. Elle a une base en Afrique australe. On l'a identifié au Swaziland. Elle a une base principale à Djibouti. Elle a une base au Niger. Elle a une base en Tunisie. Elle est basée en Égypte, je le rappelle au passage. Elle a une base au Sénégal. Elle a désormais accès aux bases de Côte d'Ivoire, puisque son état-major est installé en Côte d'Ivoire. Elle a des positions au Gabon, des positions au Cameroun. D'accord? Elle a des positions au Tchad. Donc, et bien sûr des positions en République démocratique du Congo. Sans oublier le camouflage de ces hommes à travers les missions de l'ONU dans toute l'Afrique. Donc, cet article nous apprend quoi? Il nous apprend que les Africains sont encerclés par les soldats américains. Or, les États-Unis étant la première puissance de l'OTAN, il s'ensuit que l'Afrique est encerclée par l'OTAN. Les cartes que j'ai publiées, ici, sur le positionnement des bases militaires américaines, le confirment parfaitement. Le plus large cercle militaire autour des Africains est le cercle tenu par la puissance américaine. Ça, c'est un fait. Je mets au défi qui que ce soit de prouver le contraire. C'est plus de 10 000 soldats américains qui encerclent les Africains actuellement, à l'instant où je vous parle. Mais quel est le deuxième cercle? Quel est le pays qui a le deuxième cercle de troupes les plus importantes en Afrique? Mais c'est la France. À travers ses 4 grandes bases stratégiques. De Libreville, de Djibouti, de Dakar et d'Abidjan. Ce qu'on a appelé le pré-carré français. La quasi-totalité des pays d'Afrique francophone est encerclée par l'armée française. Et cela depuis les soi-disant indépendances des années 60. C'est un cercle complémentaire à celui des États-Unis. Et c'est le second cercle de l'OTAN. Les autres pays européens et américains, membres de l'OTAN, travaillent à l'intérieur de ces 2 ensembles. Soit donc directement sous la supervision américaine, soit sous la supervision française. Mais tous travaillent dans le cadre de la vision de l'OTAN. Celle de contrôler l'Afrique par un réseau de bases militaires. Et vous l'avez bien entendu, ce réseau de bases militaires ayant pour but d'assurer l'approvisionnement stratégique des États-Unis. Je viens de vous décrire rapidement le premier grand cercle, le cercle otanien. L'Afrique est militairement encerclée. Quand vous prenez les 10 000 soldats américains, que vous y ajoutez les près de 6 000 soldats français, ça fait déjà 16 000. Et si vous complétez avec les troupes des autres pays occidentaux qui sont sur le terrain, nous avons au bas mot 30 à 40 000 soldats occidentaux, en tout cas membres de l'Alliance des États du Sahel, présents sur le sol africain. Voilà la situation. Voilà la situation. L'Afrique militairement occupée. Celui qui nie cela, je l'invite à aller consulter les cartes. Les cartes issues des instituts de recherche européens et américains. Je me suis attaché à aller prendre leurs propres cartes, les cartes de leurs instituts, les cartes de leurs ministères, et je les ai mises à votre disposition. Maintenant, il y a l'OTAN qui encercle l'Afrique. Vous avez compris que l'OTAN encercle l'Afrique, pourquoi? Vous comprendrez cela quand je vous parlerai de la dernière carte. Je prends la deuxième carte, les armées de la CEDEAO. La CEDEAO, maintenant, c'est 12 pays. Il faut retirer le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui en sont sortis. C'est une douzaine de pays. Mais ces pays sont placés autour de l'Alliance des États du Sahel.
Mauritanie. La Mauritanie a démissionné de la CEDEAO, mais elle mène une politique otanienne. Elle est sous le contrôle de l'OTAN. C'est une base américaine. Sénégal. Tous les pays ouest-africains, les pays de petite taille, Libéria, Gambie, Guinée-Bissau, vous les mettez dans le paquet. Guinée-Conakry, même la Guinée-Conakry est sous influence de l'OTAN. Le coup d'État qui a renversé Alpha Condé a été mené par le colonel Doumbouya avec la bénédiction de l'OTAN et du néocolonialisme français. Donc même la Guinée est sous l'influence de l'OTAN. Même si le panafricanisme historique de ce pays l'a amené à prendre des positions courageuses pour les pays frères de l'AES. Ça, il faut le reconnaître. Mais le pays est sous l'influence de l'OTAN. Bon. Vous arrivez jusqu'au Ghana, à la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays de la CEDEAO, mais qui sont des vassaux de l'OTAN. Vous arrivez après la Côte d'Ivoire et le Ghana, vous arrivez au Togo. Le Togo, dont le système de sécurité est sous la surveillance des Israéliens et donc des Américains, est un pays vassal de l'OTAN. Que cela plaise ou non aux autorités actuelles qu'on le dise. C'est un fait. Le Bénin, il n'y a pas de débat. Le Bénin est un État vassal de l'OTAN. Les troupes otaniennes y siègent. D'ailleurs, Talon se fait protéger actuellement par les troupes rwandaises, qui sont, comme on le sait, des supplétifs de l'OTAN en Afrique. Le Nigeria, vassal de l'OTAN. Un pays incapable d'avoir une élite courageuse pour comprendre qu'il est déstabilisé justement par Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont des organisations terroristes qui ont été créées par l'OTAN. On continue. Le Cameroun, pays vassal de l'OTAN. M. Biya n'a pas donné par hasard des sites militaires à l'armée américaine. C'était un signe de soumission. Le Tchad, pays vassal de l'OTAN. Le Centrafrique actuel, dans l'hésitation. On voit bien le président Touadéra en train de danser la danse Bafia. Un coup, il veut le soutien de l'OTAN. Un coup, il veut celui de la Russie et de la Chine. C'est lui seul qui sait comment il va finir dans son jeu. Donc, quand vous regardez les pays qui sont autour de l'alliance des États du Sahel, on doit remonter d'ailleurs. Et on va trouver l'Algérie. L'Algérie est une puissance vassale de l'OTAN. Les autorités algériennes font les 4 volontés de l'OTAN. Et essayent, elles aussi, d'être dans une duplicité entre l'OTAN et la Russie. Entre l'OTAN et le bloc russo-chinois. Abdelmajid Tebboune joue entre les deux. Mais c'est un vassal. C'est un vassal de l'OTAN. C'est pour ça qu'il héberge les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans le territoire algérien. Donc, quand vous avez quitté le grand cercle otanien et que vous descendez pour analyser les armées de la CEDEAO, vous vous rendez compte que la plupart des armées de la CEDEAO sont des vassals de l'OTAN. D'ailleurs, la CEDEAO est une organisation régionale qui admet à l'intérieur de son siège et dans toutes ses instances la présence des agents de l'OTAN. Sous toutes sortes de motifs. Lutte antiterroriste, lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses pour être présents dans les affaires de la CEDEAO. Les agents de l'OTAN. Tout comme d'ailleurs l'Union africaine. Je n'ai pas parlé de l'Union africaine dans ce schéma parce qu'elle n'a pas d'armée. Mais la CEDEAO, au moins, prétend avoir des armées et a tenté d'en avoir. Elle parle d'élaborer une force en attente qui va pouvoir agir militairement. Bon. Là, je vous ai analysé le deuxième cercle. Ça, c'est le cercle bleu. À l'intérieur de ce cercle bleu de la CEDEAO, quels sont les pays les plus offensifs militairement? Quels sont les pays qui ont donné l'impression de vouloir passer à l'acte? 1. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. 2. Le Nigeria de Adebola Tinubu. 3. Le Bénin de Patrice Talon. 4. À l'époque, quand Macky Sall était là, le régime sénégalais de Macky Sall. 5. La Guinée-Bissau de Umaro Sissoko Embalo. Vous vous souviendrez que ces pays-là se sont précipités à faire des déclarations de guerre contre le Niger. N'eût été l'acte de solidarité courageux posé par le Mali et le Burkina Faso, le Nigeria de Tinubu, la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Bénin de Talon, la Guinée-Bissau d'Embalo, le Sénégal de Macky Sall aurait envoyé des troupes pour imposer un vassal de l'OTAN à Niamey.
Vous vous en souvenez, oui ou non? Est-ce que vous vous en souvenez, oui ou non? Donc, la CEDEAO est autour de l'Alliance des États du Sahel dans un dispositif de belligérance. Elle est déterminée à tout faire pour renverser les régimes panafricanistes révolutionnaires qui se sont installés au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Quelle que soit votre façon de regarder cette carte, ne l'oubliez pas. La CEDEAO est chargée d'exécuter les ordres de l'OTAN. Maintenant, on arrive dans le cercle jaune. Le cercle jaune, c'est celui qui est le plus proche des pays de l'AES, qui sont au centre là, de mon schéma en rouge. Le cercle jaune, ce sont les groupes armés terroristes. Mais d'où viennent les groupes armés terroristes? Analysons bien les groupes armés terroristes. Les groupes armés terroristes ont leur patron au Moyen-Orient. Al-Qaïda et l'État islamique sont des organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient. Par qui? Mais par les renseignements généraux de l'OTAN. Je vous ai donné une conférence ici il y a 3 jours où je vous ai montré que la science américaine et européenne sait que Al-Qaïda et l'État islamique ont été créés par l'OTAN, par les renseignements généraux occidentaux, et qu'ils opèrent sous le parrainage des grandes puissances occidentales de l'OTAN et de leurs alliés du Moyen-Orient, que sont principalement le Qatar, l'Arabie Saoudite. Je vous ai démontré cela ici, n'est-ce pas? Donc, on va dire que les dirigeants de ces organisations sont issus du monde arabe, notamment du Moyen-Orient, et pour certains d'Afrique du Nord. Mais les exécutants de cette organisation, qui sont-ils? Mais ce sont les pauvres gens, les analphabètes, les illettrés, les affamés, que l'on peut trouver dans tous les pays africains et qui sont attirés par le gain de l'argent facile. On leur promet une moto, on leur promet des sommes en centaines de milliers de francs CFA. Mais ça coûte quoi? Donner du franc CFA à des terroristes. Il suffit de le fabriquer et de le leur donner. Ça ne coûte rien, presque rien à ceux qui le fabriquent, le franc CFA, de le donner aux terroristes. Donc, les groupes armés terroristes sont composés de dirigeants venus du Moyen-Orient, venus du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, et l'essentiel de leur base et de leur sous-chef et de leur piéta est composé du lumpen prolétariat d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. On y recrute des gens qui n'ont pas de métier, des gens qui ont eu un mal fou à gagner leur vie, des gens qui ne pourraient pas se construire une maison, des gens qui ne possèdent pas un champ, des gens qui ne peuvent pas travailler par leurs propres moyens. On leur propose une ascension fulgurante dans la vie, avec moto, avec argent, avec immeuble, avec terrain. On leur propose de leur donner une partie des terres qu'ils vont obtenir quand ils vont chasser les populations autochtones. On les paye sur le bétail qu'ils volent. On les paye et on les drogue. Et accessoirement, on essaye de saupoudrer le tout par des motivations pseudo-religieuses, en profitant de leur inculture. Les groupes armés terroristes, mais qui leur donne des armes? Il n'y a pas d'usine d'armes au Sahel. Les armes des groupes armés terroristes leur sont acheminées par les pays de la CEDEAO, néocolonisés par l'OTAN. Ces armes viennent de l'OTAN. Nous l'avons vu très clairement lors du saccage de la Libye, qui a été organisé expressément de telle façon que les groupes armés terroristes viennent se servir dans l'armurerie de Kadhafi. C'est avec les armes qu'ils ont pris en Libye et qu'ils ont obtenues dans d'autres pays d'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, par les renseignements généraux otaniens. C'est avec ces armes qu'ils ont attaqué le Sahel. Donc, par ailleurs, les groupes armés terroristes sont financés par le paiement des rançons. Et on sait que les pays de l'alliance de l'OTAN sont les plus grands payeurs de rançons du monde. Ils payent des rançons. C'est-à-dire qu'ils font exprès enlever de temps en temps un journaliste espion qu'on trouvait par là, de temps en temps une personnalité relativement médiatique. Ils la donnent aux organisations terroristes et ensuite ils vont tirer dans les fonds spéciaux des pays occidentaux de l'argent pour payer des rançons exorbitantes qui permettent en retour de financer les organisations terroristes. Ce mécanisme a été dénoncé, y compris par le site officiel France 24, par un article publié le 30 juillet 2014, intitulé « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article. France 24, organe de presse rattaché au ministère français des Affaires étrangères. Donc, les groupes terroristes qui sont là autour, leurs maîtres sont à l'intérieur de la CEDEAO. Et les maîtres de la CEDEAO sont à l'intérieur de l'OTAN. Vous comprenez l'oignon?
Alors, qu'est-ce qu'ils font comme guerre? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Les groupes terroristes sont chargés d'infiltrer les pays de l'AES pour les déstabiliser. Quand les groupes terroristes sont en difficulté, les pays de la CEDEAO sont poussés à mener la guerre contre l'AES. Quand les pays de la CEDEAO sont en difficulté, l'OTAN menace l'AES. Je recommence. Je recommence pour que l'Afrique comprenne ce qui se passe. Comment la guerre hybride a lieu. Les terroristes qui ont été financés par l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui est à l'origine de la création d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ces terroristes attaquent les pays de l'AES. Comme les armées de l'AES écrasent correctement les terroristes, les pays de la CEDEAO menacent de mettre en place une force pour attaquer l'AES. Vous avez remarqué ça ou pas? Vous avez remarqué que l'histoire de force en attente de la CEDEAO a commencé quand les terroristes ont commencé à mordre la poussière au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tant que les terroristes gagnaient l'essentiel des batailles, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la CEDEAO n'a jamais pensé à mettre en place une force en attente. Mais quand les organisations terroristes ont commencé à être bien bottées, quand leur cul a commencé à être correctement botté, la CEDEAO a menacé d'engager des armées officielles de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, de Guinée-Bissau, du Sénégal, pour combattre contre l'AES. Vous avez remarqué ça ou pas? C'était pour défendre les terroristes en débandade. Et quand la CEDEAO s'est avérée incapable de monter une force pour attaquer le Niger, qui a menacé d'attaquer le Niger récemment, au motif que le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran. Une délégation américaine de passage à Niamey a fait une menace qui ne doit pas vous échapper. Et elle indiquait qu'ils passent à leur dernière solution, à la solution finale. Si les terroristes n'ont pas pu vous détruire, si la CEDEAO n'a pas pu vous détruire, alors l'OTAN va organiser une expédition contre vous. Et on cherche un mensonge, parce que l'OTAN attaque toujours à partant d'un mensonge. Comme contre l'Irak, comme contre la Libye, contre la Serbie, contre l'Afghanistan, contre la... Ils mentent toujours d'abord. Voilà pourquoi la chef de la délégation américaine, à Niamey, a osé accuser le Niger d'être en train de vendre l'uranium, c'est-à-dire la matière première qui sert à faire la bombe nucléaire à l'Iran. Ce qui aurait été un motif suffisant pour l'OTAN d'attaquer le Niger. Tout ceci doit vous permettre de comprendre le schéma que je commente. Quand les terroristes en jaune sont en difficulté, ils sont soutenus par les États néocolonisés de la CEDEAO. Quand les États néocolonisés de la CEDEAO sont en difficulté, l'OTAN vient à leur secours. Vous avez compris? C'est ça la guerre hybride. Ceci permet de comprendre pourquoi les terroristes en difficulté dans l'AES se réfugient dans les pays de la CEDEAO qui sont les plus déterminés à faire la guerre contre l'AES. Voilà ce qui explique ce qui s'est passé récemment et qui se passe encore entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. J'ai donné une conférence hier sur ce sujet. Certains n'ont pas compris. Je vais donner pendant quelques minutes la parole au président Ibrahim Traoré. Lors d'une interview accordée hier, il est revenu sur les relations ivoiro-burkinabé pour expliquer que de manière très objective, le régime d'Alassane Dramane Ouattara favorise les terroristes contre le Burkina Faso. Mais c'est systématiquement cela que font tous les régimes soumis à l'OTAN. J'ai mis cet extrait-là sur ma page Facebook, et je voudrais que nous écoutions ensemble le président Ibrahim Traoré. Qu'on lui donne la parole pour que vous compreniez de quoi je parle. Après quoi, ça va aller très vite. Je voudrais que vous le compreniez. Alors, je vous mets le haut-parleur. Écoutons-le parler des relations entre l'AES et l'un des États vassaux de l'OTAN, le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Là, le président Traoré est allé droit au but. Il est vraiment allé droit au but. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière de terroristes. Ça donnait quoi?
Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Nos rapports, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Écoutez bien. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, dernièrement, vous avez vu à travers le reportage. Voilà. C'est l'extrait que je voulais vous faire écouter. Vous avez bien écouté le président Ibrahim Traoré expliquant la nature de ses relations avec le régime d'Alassane Draman Ouattara. Et que Alassane Ouattara a voulu lui imposer d'entrer dans le moule. Mais quel moule? Mais le moule de l'OTAN et de la France-Afrique. Ibrahim Traoré, alias Sankara II, a dit non. La lutte que nous menons, c'est pour libérer notre pays du néocolonialisme français et de l'impérialisme de l'OTAN. Nous ne sommes pas d'accord pour faire comme vous, Alassane Ouattara, qui avait fait de la Côte d'Ivoire une néocolonie continue. Le marchepied de l'impérialisme occidental. Et voilà le point de rupture entre le président Ibrahim Traoré et Alassane Draman Ouattara. Est-ce que c'est clair? Quand j'ai donné ma conférence ici il y a 2 ou 3 jours, certains pouvaient penser que j'exagère, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez entendu le président burkinabé vous dire, vous l'avez entendu décrire ce qui se passe à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais c'est exactement ce qui se passe à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. C'est exactement ce qui se passe à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Niger et l'Algérie. C'est exactement ce qui se passe. Et qui se passait à la frontière entre le Niger et le Tchad. C'est exactement ce qui se passe et qui se passait à la frontière entre le Niger et le Nigeria. C'est exactement ce qui se passe et qui se passait à la frontière entre le Niger et le Bénin. Les mêmes micmacs des troupes impérialistes, la même manipulation des armées de la CEDEAO, les mêmes menaces venues des pays vassaux de la CEDEAO, vassaux de l'OTAN, contre les pays de l'AES. Donc, le schéma que je vous donne à voir aujourd'hui, ce n'est pas une plaisanterie. C'est un schéma qu'il faut prendre très au sérieux. Quand je vous dis qu'il y a une guerre hybride, voilà le président du Burkina Faso qui vient de vous donner la preuve. Qu'il sait qu'Alassane Draman Ouattara héberge volontiers des groupes terroristes qui déstabilisent le Burkina. Mais le président Ibrahim Traoré va plus loin. Il dit qu'il fut un temps, sous le président Compaoré, la même erreur fut commise. En croyant sécuriser le Burkina, sous le président Compaoré, les groupes terroristes étaient accueillis à Ouagadougou. Le chef d'Al-Qaïda, Iyad Aghali, était accueilli à Ouagadougou. Le Burkina, pendant cette période, n'était pas attaqué. Mais qu'est-ce que le Burkina a récolté de cette politique de complaisance envers les groupes terroristes? Aujourd'hui, le Burkina est l'un des pays les plus meurtris par les groupes terroristes. Parce qu'ils ont pris le temps de s'habituer à bien connaître le terrain burkinabé, ils ont fini par cracher sur la main qui les a nourris. Se retourner par le pays qui était leur base arrière. Vous comprenez? Le président Traoré est allé très loin dans le courage de la vérité. Pour dire, Alassane Ouattara est en train de placer la Côte d'Ivoire dans la situation où le Burkina était placé sous Blaise Compaoré. Le Burkina pensait se sécuriser en hébergeant les dirigeants de certains groupes terroristes. Au final, le Burkina est devenu une terre déstabilisée. Ce qui a tué Makloklo tua Maklakla,
le président Ibrahim Traoré dit à Alassane Ouattara, attention, ceux qui ont fait la même politique que vous, vous savez où ils sont. Et on peut donc prévoir que ce qui leur est arrivé va vous arriver. Quand vous prenez l'habitude d'héberger des bandits sur votre sol, le banditisme retourne contre vous. La confiance même de votre propre armée en vous-même, cette confiance est détruite. Parce que votre propre armée vous voit copiner avec des salauds. Je veux dire, les enfants que j'élève à la maison, les Théo, les Emma, les Miko, les Naomi, s'ils me voient marcher avec des voyous, quelle morale je peux leur enseigner à la maison? Non, mais si mes enfants que j'élève me voient marcher avec des bandits, des voyous, des salauds, des chénapans, des connards, des abrutis, dites-moi quelle morale je peux enseigner à la maison. C'est ce qui est arrivé au Burkina. Vous ne pouvez pas constamment commercer avec les pires voyous de la terre et garder votre autorité morale par rapport aux vôtres. Alassane Dramane Ouattara fait de la Côte d'Ivoire un repère de voyous. Le président Ibrahim Traoré lui dit, attention, tout le lumpen, criminalisme sous-régional, qui désormais se promène librement à Abidjan, tout cela va se retourner contre la Côte d'Ivoire. Et, en particulier, contre le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, maintenant, vous avez bien compris la nature de la guerre hybride. Je crois que la démonstration que je viens de donner est imparable. Tout le monde voit très bien que c'est l'OTAN. On a vu son positionnement. Tout le monde voit bien que la CEDEAO est utilisée par l'OTAN pour harceler l'AES. Tout le monde voit bien que les groupes armés terroristes sont instrumentalisés par les pays de la CEDEAO et instrumentalisés par l'OTAN pour harceler l'AES. Mais quelle est l'attitude de l'AES jusqu'aujourd'hui? Et c'est l'objet de la deuxième et dernière partie de mon analyse. Mais l'attitude de l'AES jusqu'aujourd'hui, c'est une position défensive. L'AES se défend. C'est-à-dire que l'AES essaye de repousser, loin de ses frontières, les organisations terroristes. Le Mali essaye de chasser, de combattre, de détruire les terroristes au Mali. Aux côtés du Burkina et du Niger, ces trois pays essayent de détruire les postes du terrorisme à l'intérieur de leurs frontières. Et donc, il s'agit de repousser le terrorisme en dehors. Mais mécaniquement, les terroristes s'enfuient en Algérie, ils s'enfuient en Mauritanie, ils s'enfuient en Côte d'Ivoire, ils s'enfuient au Bénin, ils s'enfuient au Nigeria, ils s'enfuient au Tchad, ils s'enfuient en Libye. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez observé ça, oui ou non? Quand ils s'enfuient là-bas, en fonction du type de gouvernement qu'il y a à la tête de ces pays, ils reçoivent de l'aide, ils se réorganisent et ils réattaquent. Nous sommes dans un rythme de écrasement, fuite, réorganisation, réattaque. Écrasement, fuite, réorganisation, réattaque. Donc on est entré dans une guerre de très longue durée pour l'Alliance des États du Sahel. Mais cette guerre de très longue durée, cette guerre défensive, est-ce que cette guerre défensive va résoudre durablement et sérieusement le problème? La réponse du modeste analyste géopolitique et géostratégique que je suis, ma réponse est que non. La guerre défensive ne suffira pas à sécuriser l'Alliance des États du Sahel. Parce que l'OTAN, la CEDEAO, continueront d'organiser des moyens, de réunir des fonds pour recruter des voyous et les injecter. Comme les commandos de Wagner à Bamako, comme les groupes de Iyad Agali, d'Amadou Koufa et consorts. Ils vont continuer à trouver du lumpen prolétariat partout dans le monde pour l'envoyer attaquer le Sahel. Donc, la guerre défensive est certes légitime, et d'ailleurs c'est la première chose qu'il faut bien faire. Et les pays sahéliens sont en train de se renforcer pour avoir une guerre défensive de qualité. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir, et c'est là mon apport stratégique, modeste. Je ne suis pas soldat. Il va falloir compenser la stratégie défensive par une stratégie offensive. Une fois qu'il a établi qu'un État est la base arrière des organisations terroristes, il va falloir se donner les moyens de poursuivre les organisations terroristes dans cet État. Je recommence. Il est important, peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite, mais l'Alliance des États du Sahel ne pourra pas éternellement se défendre en mode défensif. C'est-à-dire d'abord être attaqué, ensuite contre-attaqué, ensuite pour courir après les terroristes, ensuite, comme on l'a vu, à la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils traversent la frontière et puis on attend la prochaine fois qu'ils reviennent. Cela ne va pas permettre à l'Alliance des États du Sahel de se stabiliser.
Ce qui va permettre à l'alliance des États du Sahel de se stabiliser, c'est de compléter la stratégie de la guerre défensive par une stratégie de la guerre offensive. Autrement dit, il faut se donner les moyens d'aller traquer les terroristes dans les pays qui les protègent. Or, l'Alliance des États du Sahel n'en a pas encore les moyens. Parce qu'elle n'a pas fini de renforcer sa stratégie défensive. Mieux, elle ne peut pas mener une guerre offensive sans y être accompagnée par d'autres grandes puissances géopolitiques et géostratégiques. Je pense à la Russie, je pense à la Chine, je pense à l'Iran, je pense aux puissances émancipatrices d'Amérique latine comme Cuba, comme le Venezuela. Je pense à des puissances africaines qui peuvent être courageuses si vraiment à leur tête il y a une prise de conscience, comme l'Afrique du Sud ou comme l'Angola. La phase offensive doit être menée avec l'appui des grands alliés. Pourquoi? Parce que dans la phase offensive, forcément, ils vont se retrouver nez à nez avec les bases de l'OTAN. Je recommence. Dans la phase offensive, quand l'Alliance des États du Sahel, fatiguée d'encaisser les coups, de toujours courir après les terroristes aux frontières, va les suivre en Côte d'Ivoire, va les suivre en Mauritanie, va les suivre au sud de l'Algérie, va les suivre là où ils s'enfuient au Nigeria, va les suivre là où ils vont fuir au Tchad, va les suivre là où ils vont fuir en Libye. Lorsque l'Alliance sera en capacité de les suivre, il faudra qu'elle soit en capacité de faire face à l'agression, de l'OTAN. Parce qu'à ce moment-là, l'Alliance va se retrouver face à l'OTAN. Vous comprenez? Or, pour que l'Alliance se retrouve efficacement face à l'OTAN, il faut qu'elle bénéficie du soutien de ses grands alliés du Sud global, les grands alliés du monde multipolaire. Voilà pourquoi, selon mes analyses, nous allons assister pendant un premier temps à une longue période de guerre défensive. Le temps de fatiguer autant que possible les groupes armés terroristes. Mais cette longue période de guerre défensive ne suffira pas à sécuriser l'Afrique en général, l'AES en particulier. Nous allons assister ensuite à une grande période de guerre offensive. Et cette guerre offensive sera celle de la libération de l'Afrique noire. Écrivez ça. C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Pour le moment, l'Afrique, et notamment l'Alliance des États du Sahel, ont raison de rester dans une logique de guerre défensive. Mais la guerre défensive ne suffira pas à libérer l'Afrique. Il va falloir, lorsque les moyens en seront réunis, que l'Afrique mène une guerre offensive contre les organisations terroristes. Et dans cette guerre offensive contre les organisations terroristes, elle rencontrera les armées néocolonisées de la CEDEAO. Et elle rencontrera nez à nez les forces de l'OTAN. C'est à cette occasion que la libération totale de l'Afrique aura lieu. Car la défaite des forces de l'OTAN, telle qu'elle a déjà eu lieu en Afghanistan, telle qu'elle a déjà eu lieu en Somalie, telle qu'elle a déjà eu lieu au Vietnam, cette défaite marquera la libération du continent africain. Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire en commentant ce schéma. J'espère que mon commentaire de ce schéma vous a permis de comprendre en quoi nous sommes. Alors, il y a des malins qui disent « Ah non, c'est nous qui encerclons l'ennemi. » Quel ennemi nous encerclons? Nos armées au Burkina, au Mali, au Niger luttent pour sécuriser le territoire de l'AES. Il s'agit d'abord de nettoyer le territoire de l'AES, qui est un territoire immense. L'ennemi n'est pas encerclé. Ce sont ces poches infiltrées qui se retrouvent en situation d'encerclement. L'Alliance des États du Sahel fait reculer l'ennemi. Mais attention, elle ne le fait pas disparaître. L'ennemi se réorganise. L'armée américaine, par exemple, envisage de se réinstaller du Niger vers le sud de la Libye. Elle va se décaler. Mais pour mieux attaquer. L'armée française s'est décalée au Tchad, où elle a 9 bases militaires. C'est pour mieux, comme l'a dit le général Lecointre, réattaquer. L'armée américaine se replie sur ses bases sénégalaises, tunisiennes, sur ses emprises en Algérie, au Maroc. Elle se replie partout là. Mais c'est pour mieux attaquer. De telle sorte que
Tant qu'il n'y a pas en réalité un démantèlement complet des forces de l'OTAN dans le sol africain, il est à prévoir que la guerre hybride contre l'Afrique va se poursuivre. C'est ce que je voulais démontrer. Merci à chacune et à chacun de ceux qui ont partagé cette conférence, qui est en réalité une visite sur la question géostratégique africaine. Merci infiniment. Et je mettrai à votre disposition une petite bibliographie pour ceux qui veulent comprendre la nature de la guerre hybride qui est menée contre l'Afrique. La guerre hybride qui est menée contre l'Afrique. Merci infiniment.